Le Comptoir, le podcast des GBU. Bonjour à tous, on aborde aujourd'hui un thème intriguant, celui des rêves. Et dans cette émission, on va parler de ce que sont les rêves avec un doctorant qui fait sa thèse sur les rêves. Mais on parlera aussi de conscience, de réel et d'irréel. Et on va même se demander ce que la Bible dit des rêves, si elle a quelque chose à en dire, bien sûr. Mais d'abord, de quoi rêvez-vous ? C'est la question que Clémence, étudiante en art, est allée poser dans son micro-trottoir à Rennes, et on l'écoute tout de suite. Le terrain des reporters. S'il vous plaît, raconte-moi un rêve. Si je me souviens à peu près. Ok. Ça va être n'importe quoi. Ouais, pas de souci. Très bien. En fait, c'était un rêve où j'étais chez ma grand-mère. Elle était très catholique. Elle avait beaucoup d'alcool. Du coup, elle bénissait ses alcools. Et du coup, là, dans mon rêve, j'étais chez ma grand-mère avec mon copain. Elle avait une très grande maison. Du coup, c'est une très grande maison, mais encore plus grande, où il y avait carrément un supermarché où on pouvait acheter ce qu'on voulait. Et après, il y avait un autre espace où il y avait des verres à whisky, des verres à shot et plein d'alcool. On pouvait prendre ce qu'on voulait. Je sais plus pourquoi je voulais être bourrée pour l'apéro, parce que j'aimais pas les gens qui avaient. Et après, il y avait une autre meuf que je connaissais pas à l'apéro. Et en fait, c'était la servante. Elle m'engueulait de fou. Du coup, on s'est battus. Et après, sans transition, je me retrouve dans le ciel à voler sur des lampes à roses avec ma sœur. Voilà. Moi je travaille sur les marchés, je déballe un stand de livres au marché aux livres et je rêve souvent que je déballe dans un endroit que je ne connais pas du tout. Il y a quelques collègues et on me choure plein de livres, le stress du travail je pense. C'était un tsunami, c'était compliqué parce que j'essayais de survivre et en plus je me rappelle qu'il y avait mon grand-père qui a déjà décédé. Et du coup, j'ai essayé de le sauver, mais en vrai, quand je suis réveillée, il n'était pas en vie. Je pense que mon rêve est directement lié à ce qui s'était passé dans la journée. J'ai eu rendez-vous dans une clinique pour faire une pause de stérilet qu'on n'a pas pu faire. La nuit même, j'en ai rêvé. Et j'ai rêvé qu'on me donnait un autre rendez-vous avant le rendez-vous final pour me montrer des photos de mon vagin, pour me montrer à quel point il était bizarre. Et pourquoi on n'avait pas pu faire la pause de stérilet. Et il y avait, il y avait des dents. Et voilà, et ça s'est fini que je me suis réveillée et j'ai rigolé. Merci à Clémence d'avoir été interroger des gens qui nous parlent de rêves loufoques, qui peut-être révèlent des choses sur leur quotidien. On reviendra sur cette idée un peu plus tard dans l'émission, mais est maintenant venue l'heure de présenter le troisième mousquetaire, le troisième roue du carrosse, de rencontrer le troisième type. On accueille Gétro avec nous pour cet épisode. Gétro vient se tester à l'animation du comptoir pendant les vacances. Il est lycéen à Paris, il est britannique à 100% et il est poète à ses heures perdues. Pour te connaître mieux, Gétro, est-ce que tu peux nous raconter un rêve qui t'a marqué ? Oula, alors le rêve qui m'a marqué le plus, c'était un rêve récurrent. J'étais coincé dans un village un peu médiéval et j'étais rempli d'une peur d'une chose que je n'ai jamais pu identifier exactement. Et j'attendais avec désespoir qu'un homme dans le village médiéval fasse tomber un dé à coudre. Et à la fin, tout le monde comptait jusqu'à 100 et il y avait l'angoisse qui montait. Et une fois arrivé à 100, je me réveillais. Bref, c'était vraiment bizarre. Mais à chaque fois, j'avais tellement peur et je sais que j'ai eu ce rêve à plusieurs reprises quand j'étais tout petit. Voilà. Bienvenue en tout cas. Bienvenue. Merci pour cette anecdote. Merci. Et on va tout de suite écouter notre thésard dont on parlait en introduction et on écoute Nicolas Descates. Reportage. Bonjour Nicolas Descates, merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Vous faites une thèse sur le processus cognitif et les expériences de conscience qui se déroulent pendant le sommeil, plus précisément à l'endormissement. On va commencer par une question toute simple ou très large. Comment fonctionnent les rêves ? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on rêve ? Alors, question pas si simple au final, parce que avant de parler même du fonctionnement des rêves, il y a même la question de qu'est-ce qu'un rêve, à quoi sert un rêve. Enfin, les questions les plus en fait basiques sur le rêve qui doivent être répondues avant même
d'investiguer à quoi servent les rêves et s'il y a une fonction particulière et comment ils sont générés. Donc sur le fonctionnement des rêves, on pensait au début que les rêves, ils étaient seulement générés dans un stade particulier du sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal. En fait, on se rend compte maintenant que les rêves, c'est dans tous les stades de sommeil. Donc même si je vous réveille en sommeil léger, en sommeil profond, vous serez capable de me rapporter un contenu mental. Donc les rêves, c'est en fait toute expérience consciente pendant le sommeil. Ça peut être même des pensées, ça peut être des fragments d'images, ça peut être des sons. Rien que ça, on appelle ça un rêve. C'est pas forcément extrêmement perceptuel, extrêmement immersif, extrêmement narratif. Ça peut être vraiment toute expérience consciente, même les plus faibles, on va dire. Est-ce que du coup il faut des circonstances particulières pour se mettre à rêver? Alors tout le monde rêve, ça c'est une chose. À moins d'avoir un syndrome rare, certaines personnes ne rêvent pas. Même les personnes qu'on appelle aphantasiques, qui n'arrivent pas à imaginer, à avoir une image dans leur tête, rêvent. Donc tout le monde rêve. C'est plutôt le côté au niveau mémoire où ça pêche, où certaines personnes ont une plus grande difficulté à se souvenir de leurs rêves. Donc en fait, il n'y a pas de conditions qui sont particulières au rêve. C'est quelque chose qui est naturel, qui vient à travers tous les stades de sommeil. Comment ça se fait qu'il y a des réactions réelles, par exemple des rires ou des pendant qu'on rêve? De la première chose, les rêves et surtout un sommeil paradoxal, surtout le contenu il est assez émotionnel. Donc en tout cas il y a pas mal de rêves qui sont angoissants, qui sont stressants, qui font peur. Maintenant, la raison pour laquelle on n'agit pas comme dans nos rêves quand on est dans notre lit, c'est qu'on est paralysé pendant le sommeil paradoxal. Heureusement qu'on est paralysé parce que sinon on va commencer à faire exactement les mêmes mouvements que dans nos rêves. Donc on a cette atonie musculaire qu'on appelle. Il y a certaines personnes qui ont cette pathologie du sommeil qu'on appelle RBD en anglais. Donc dans cette pathologie du sommeil, les dormeurs ne sont pas paralysés. Et du coup, ils agissent exactement comme dans leurs rêves. Ils peuvent être très violents, ils peuvent frapper leur partenaire parce qu'ils pensent que c'est autre chose. Ça peut aller loin. Mais voilà, donc ça, c'est une pathologie du sommeil. Après, il me semble qu'il y a communément, ça peut arriver que cette atonie soit peut-être réduite un petit peu. Je m'avance un petit peu là-dessus parce que j'ai peut-être un petit peu moins de confiance sur ce que je dis maintenant. Mais il se peut du coup que cette atonie soit réduite et de temps en temps, il y a un spasme qui se fait ou alors un rire ou alors une expression émotionnelle qui soit faite pendant le sommeil ou alors on parle tout simplement. Il y a aussi, on parle beaucoup, il y a certaines personnes qui ont des conversations ou alors des choses qu'on n'entend pas ou alors des choses qui sont très claires et que le partenaire rapporte après au réveil. Ok. Et est-ce que vous voulez nous parler rapidement de la paralysie du sommeil du coup, tant qu'on est dans les troubles? Paralysie du sommeil. Donc, je vous ai dit qu'on était paralysé de manière générale. Ça peut arriver que le cerveau pense qu'on est en train de rêver alors qu'on est éveillé. Et du coup, on garde les propriétés physiologiques de quand on est en train de rêver, sauf qu'on est en train de dormir. Ça fait que on est toujours paralysé. Et du coup, c'est ce que rapportent les gens en paralysie du sommeil. Ils sont là et ils n'arrivent plus à bouger. Et ils ont un petit peu une pression au niveau de la poitrine que leur empêche un peu de respirer. Plus ils essayent de s'en débattre, plus c'est compliqué. Et en parallèle, il y a des hallucinations un petit peu qui apparaissent. Ils voient des ombres dans la chambre qui se rapprochent. En général, presque, je crois, dans 90% des cas, c'est négatif. Donc, on peut avoir des démons, des diables comme ça qui viennent et qui s'approchent. Et c'est quelque chose qui fait peur quand même. Qu'est-ce que nos rêves disent sur nous? Ça revient au côté interprétation des rêves, au côté Sigmund Freud, son livre L'interprétation des rêves. Qui n'a aucune base scientifique. Il peut y avoir quand même une interprétation dans le sens des émotions, selon moi. Donc le fait, par exemple, si par exemple on est souvent stressé au travail, c'est plus probable que dans les rêves, on est dans des situations qui soient angoissantes, des situations qui soient stressantes. Même si, encore une fois, l'équivalence, elle est très, très floue. Ma dernière question, il me semble que dans votre thèse, vous observez l'influence des rêves sur la créativité. Est-ce que je dis vrai? Ouais, plus sur
le lien entre la période d'endormissement et la créativité, on regarde aussi les rêves, voir s'il y a un lien direct avec la créativité, mais de manière générale, c'est plus savoir si cet état transitoire, donc le fait de passer vers le sommeil, peut nous permettre d'avoir des inspirations créatives au réveil. Ok. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire du coup sur ce rapport entre les deux? Il y a une étude qui a été publiée par notre équipe dans Science Advances, par Célia Lacaux, en premier auteur, qui a démontré que cette période d'endormissement était vraiment un sweet spot créatif, donc un moment qui favorise la créativité. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait demandé au sujet de faire une tâche avant et après une période de repos, tout simplement. La tâche était tout simplement enfin, c'est un peu compliqué, mais de faire il y avait une série de chiffres et il fallait trouver d'autres chiffres en fonction de ces chiffres. Enfin, bref, un truc assez fastidieux, sauf que ce qu'on leur avait pas dit, c'est qu'il y avait une solution cachée, un raccourci qui leur permettait de trouver les chiffres beaucoup plus facilement. Mais ça, ils savaient pas. Bref, ils font plusieurs séries, ensuite ils font la période de repos et ils refont les mêmes séries après, enfin, d'autres séries après la période de repos. Et ce que Célia a trouvé, c'est que les personnes qui sont réveillées en N1, c'est-à-dire la première phase de sommeil, donc la phase d'endormissement, ils avaient 3 fois plus de chances de trouver la solution cachée après la période de repos, contrairement à ceux qui sont restés éveillés ou contrairement à ceux qui ont dormi plus profondément. Donc vraiment, cette période d'endormissement a l'air de favoriser pas mal le côté créatif. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'était super intéressant d'interviewer Nicolas. J'ai appris plein de choses sur les rêves et c'était très frustrant de ne choisir qu'un extrait. Mais si vous voulez en apprendre plus sur les rêves, leur utilité, leur contenu, allez écouter la version complète de l'interview de Nicolas Decatte qui sera publiée sur toutes nos plateformes habituelles très très prochainement. En tout cas, dans l'interview de Nicolas Decatte, on se rend compte à la fois que les rêves sont des choses très réelles finalement, qui ont une raison d'être et même une utilité, notamment dans la construction de la mémoire. Mais pour cela, il faut écouter l'interview complète. Et en même temps, c'est quand même un sujet d'étude assez récent et peu connu, qui plus est d'un phénomène immatériel et en fait difficile à cadrer. D'ailleurs, ça donne envie d'en savoir plus sur le sujet de recherche de Nicolas. C'est la période d'endormissement qui serait une phase où le cerveau est beaucoup plus créatif. Ouais, personnellement, ça me parle. C'est vrai que ça se vérifie, je trouve. C'est souvent quand je m'endors que moi j'ai plein d'idées qui me viennent, voir des solutions à des problèmes que j'ai eus. Et est-ce que ce moment de l'endormissement serait une ouverture qui nous permettrait d'aller plus loin que là où on est capable d'aller dans le réel ou dans le conscient? Et est-ce que ça nous permettrait d'aller au-delà de nos limites? Alexandre abordera ce thème dans un instant à travers une chronique cinéma. Mais avant, on va écouter une chronique à 2 voix. Simon et Malena sont au GBU de Clermont-Ferrand. Malena est étudiante en psychologie et Simon a fait des études d'herboristerie, donc il s'y connaît en rêve. Ils ont exploré nos réactions dans les rêves et on les écoute. La psychologie au comptoir. Tout le monde serait sans doute d'accord pour dire que l'on rêve souvent d'actions banales comme faire des courses, interagir avec quelqu'un, à l'école ou au travail, mais aussi pour dire que l'on rêve de situations insensées et loufoques, comme, faire des courses dans une forêt magique et parler à un humain tête de dindon albinos, ou aller à l'école en pyjama. Il existe 3 types de sommeil qui s'alternent les uns avec les autres. Le sommeil lent léger et lent profond, ainsi que le sommeil paradoxal, qui est une phase dans laquelle les mouvements oculaires, la température, la respiration et les battements cardiaques sont plus irréguliers. On a longtemps cru que les rêves surviennent uniquement dans le sommeil paradoxal, car ce sont ceux dont on se souvient le plus. En réalité, on en fait aussi pendant les sommeils légers. Pendant le sommeil, notre cerveau est dans un autre état neurophysiologique, il est donc plus susceptible de résoudre des problèmes sur lesquels nous restons bloqués quand on est éveillé. Par exemple, les problèmes nécessitant une visualisation plus poussée pourraient être plus facilement résolus. Alors, est-ce qu'on réagit dans un rêve comme on réagirait dans la vraie vie ? Si je me pose cette question, c'est qu'il m'est déjà arrivé d'agir de manière immorale dans un rêve. Comme tuer mon meilleur ami par exemple. Et cela m'a fait beaucoup regretter, même à l'intérieur de mon rêve. Donc la question est,
Est-ce que si j'agis de manière immorale dans un rêve, cela révèle que je pourrais agir de manière immorale dans la vraie vie ? La psychologie cognitive donne une théorie qui s'appelle la théorie de l'adaptation. Et elle postule le fait que le cerveau imagine des scénarios aléatoires dans la limite de nos biais et de nos valeurs, pour calculer la meilleure action à mettre en œuvre, mais aussi qu'il peut prédire nos réactions face aux problèmes pour préparer à la réalité. Ainsi, il pourrait soit générer des situations totalement immorales indépendamment de notre volonté, comme rêver que l'on tue quelqu'un, que l'on vole de l'argent ou que l'on trompe son partenaire. Et cette théorie explique que soit les réactions sont aléatoires et non celles que l'on adapterait, soit qu'au contraire, il prédirait ce que l'on ferait. Par contre, dans les rêves lucides, dans lesquels on se rend compte que l'on est en train de rêver et on peut agir dessus, on contrôle nos réactions et donc rêver d'actions immorales volontairement. Ce qui révélerait peut-être en nous notre nature profonde et ce que l'on ferait si jamais on n'avait aucune contrainte. Par exemple, commettre des actes répréhensibles sur quelqu'un est condamné par la loi, alors que dans les rêves, ce n'est pas le cas. Ainsi, le rêve servirait à nous tester dans des situations qui peuvent arriver réellement ou qui sont difficilement concevables, afin de mettre à l'épreuve la solidité de nos valeurs. En effet, on ne sait jamais comment on peut réagir dans certaines situations. De la même façon que l'on ne sait pas comment on réagit face à un incendie, on ne sait pas comment on réagirait si on tombait malencontreusement amoureux d'une tête de loup décapitée. Oui, j'ai vraiment fait ce rêve. Selon la théorie de l'adaptation, si j'ai agi immoralement dans un rêve, il me vient 2 hypothèses. Dans le cas où mon cerveau ne construit que la situation et me laisse libre de réagir, comme dans la réalité, alors en cas d'action immorale, il faut s'inquiéter sur la solidité de nos valeurs. Par exemple, dans un rêve où je suis en pleine partie de chasse et que je tire sur mon prof de sport qui a une tête de pigeon. Même si la situation est loufoque, cela montre que l'envie de tuer mon prof est peut-être pas si loin que ça. Mais si au contraire, le cerveau construit l'environnement et notre réaction, alors en agissant de manière immorale, cela signifie pas forcément que nos valeurs sont mauvaises. Et même au contraire, si cela nous dérange une fois réveillés, cela montre qu'elles sont bel et bien présentes. Justement, en thérapie cognitive et comportementale, en rêve, la vision que le patient a de lui-même, du monde et de l'avenir et les biais cognitifs auxquels il est sujet sont les mêmes qu'à l'état de veille. Ainsi, grâce au rêve, on peut récupérer des informations sur le patient. Cela permettrait par exemple de l'aider à surmonter des blocages en thérapie, comme si jamais il n'arrive pas à parler d'un traumatisme qu'il a vécu, évoquer un rêve pourrait donner des éléments de compréhension au thérapeute. Pour récapituler, les rêves servent en partie à digérer des émotions passées et anticiper des événements futurs pour comprendre et préparer ce qui nous arrive afin d'avoir la meilleure réaction possible. On ne sait pas si l'on réagit de la même façon dans nos rêves et dans la réalité, mais ce que l'on peut dire c'est que l'on a les mêmes valeurs et les mêmes biais. Après, on ne sait pas si notre cerveau simule notre réaction ou bien si on réagirait comme cela en réalité. Alors, que disent vos rêves sur votre état moral ? La psychologie au comptoir. Merci pour cette chronique, Simon et Malena. Et c'est une bonne question, ça, tiens. Alors, Colline et Gétro, qu'est-ce que disent vos rêves sur votre état moral ? Vous êtes des psychopathes ou pas ? Non, je rigole. Je veux pas savoir, en fait. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on veut pas forcément partager. Parce que si vous aussi, vous rêvez de tuer vos profs, je saurais pas si c'est un scénario aléatoire généré par votre inconscient ou si ça révèle vraiment vos valeurs. Et en fait, c'est vrai qu'on pourra jamais trop le savoir, comme le disait Simon, mais nos réactions au réveil, elles peuvent être révélatrices. Qu'est-ce qu'on fait de nos rêves ? Est-ce qu'ils nous perturbent ou est-ce qu'on les aime parce qu'ils nous permettent de franchir des limites qu'on n'a pas le droit de franchir dans la vraie vie ? C'est bizarre de se dire que notre intérieur peut être révélé et accessible à travers parfois le fait qu'on rêve d'éléphants roses ou alors que nos collègues libraires sur le marché nous piquent nos livres, comme le disait un monsieur dans le micro-trottoir. En tout cas, Nicolas nous parlait de la période d'endormissement et du fait que ça génère de la créativité. Mais moi, pendant ma période d'endormissement, je suis pas très créative, juste je parle et je raconte mes rêves presque en temps réel. Et du coup, j'ai trop peur un jour de révéler des secrets ou des pensées secrètes, mais qui
seraient bien sûr que des situations aléatoires générées automatiquement si elles sont trop bizarres. Hein. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que nos vies influencent nos rêves, mais que nos rêves influencent aussi nos vies. Et ça peut être un bon moyen pour se poser des questions sur nos valeurs en fonction de à quel point le rêve qu'on a est bizarre. D'ailleurs, il y a une raison pour laquelle certaines personnes font des rêves très bizarres et d'autres, comme Colline, font des rêves très normaux, genre remplir des tableaux Excel. Et la raison est liée à ce que notre mémoire retient plus qu'aux rêves qu'on fait en réalité, puisqu'apparemment on fait tous des rêves bizarres. Nicolas nous l'a expliqué, mais on n'avait pas le temps d'en parler dans ce podcast. On vous invite donc à écouter la version complète de son interview qui sort également sur toutes nos plateformes de streaming audio. Notre cerveau nous pousse dans les ressorts de notre subconscient et parfois on aime ça parce que on n'a pas de limite morale contrairement à la vraie vie. Parce que il y a des lois et tout, tu sais, genre on peut pas tuer des gens, trop relou. Mais on revient donc à la réalité où il y a une morale à respecter. Mais est-ce que c'est seulement la morale qui nous fait dire qu'on est dans la réalité et pas dans un rêve ? Comment on sait qu'on n'est pas des Sims ? On va tout de suite écouter Alexandre, un lycéen qui fait partie des groupes bibliques lycéens à Paris et qui va nous parler des rêves à travers une chronique culturelle sur le film Inception. On l'écoute. Le cinéma au comptoir. Vous êtes-vous déjà posé la question « Suis-je dans un rêve ou pas ?» Quand on y réfléchit, on pense savoir si on est dans la réalité ou pas. Peut-être que ce sont nos 5 sens, par exemple, qui fonctionnent de manière normale, qui nous indiquent cela. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a la phrase connue « pince-moi » pour vérifier si on est dans la réalité, en lien avec le toucher et le fonctionnement normal de nos nerfs. Dans un rêve dont je me souviens, je tombais de très haut, mais en atterrissant, je ne ressentais rien. Cette expérience me faisait évidemment comprendre que j'étais dans un rêve. Ça ne m'arrive pas souvent, mais parfois je suis quand même conscient que je suis dans un rêve, et pourtant si on y pense quand on rêve, ça nous semble le plus souvent si réel. Cette question est aussi posée par le film connu Inception, un de mes films préférés, qui est réalisé par Christopher Nolan et qui est sorti en 2010, et j'aimerais nous faire réfléchir sur le point de vue qu'ils adoptent sur cette question. Alors dans le film, Dominic Cobb est un voleur expérimenté, le meilleur qui soit dans l'art de l'extraction. Sa spécialité consiste à s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu, enfouis au plus profond de son subconscient, pendant qu'il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l'univers trouble de l'espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier, qui a perdu tout ce qui lui est cher. Sa femme, qui est morte, et ses enfants, qui vivent encore aux États-Unis, d'où il est exilé. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d'avant, à condition qu'il puisse accomplir l'impossible, l'Inception. Au lieu d'utiliser un rêve pour obtenir des informations, Cobb et son équipe doivent faire l'inverse, implanter une idée dans l'esprit d'un individu. Alors la question de si on est dans un rêve ou pas prend une autre importance dans le film. Car une des meilleures manières de sortir d'un rêve, c'est de mourir dans ce rêve. Or, la femme de Cobb, ayant trop longtemps joué avec les rêves, croyait qu'elle était encore dans un rêve alors qu'elle était dans la réalité, et s'est suicidée pour en sortir. Cependant, le film se termine bien, et sans trop spoiler, Cobb lance son totem, qui est une toupie. Un totem, c'est un objet qui aide une personne à déterminer s'il est dans un rêve ou pas. Cependant, il décide de ne pas voir s'il tombe, indiquant qu'il est dans la réalité, ou si le totem continue de tourner, indiquant qu'il est dans un rêve. La dernière scène du film nous laisse sans savoir si on est dans un rêve ou dans la réalité, si la femme de Cobb avait tort ou raison, avec un dernier zoom sur la toupie pour finir le film avec un peu de suspense. Pourquoi trouve-t-on ce film captivant, intéressant ? Peut-être qu'une chose qui nous intéresse dans le film, c'est le fait de vouloir découvrir notre réalité et nos limites. Pouvoir comprendre comment fonctionne l'humain, c'est incroyable. Scientifiques, docteurs, psy, tellement de personnes sont passionnées par l'homme. Sa complexité est infinie et on n'a toujours pas réussi à tout comprendre. N'ayant pas de totem, on doit se poser cette question, sommes-nous dans un rêve ou pas, en ayant recours à autre chose pour y répondre. Dans la réalité, nous avons toujours ce sentiment que ce qui se passe est vrai. Mais pourquoi cette impression ? Une autre manière de déterminer si on est dans un rêve ou pas, dans le film, c'est de voir comment on s'est retrouvé là où on est. Si on connaît l'enchaînement des événements depuis longtemps et qu'il est logique, ça veut dire qu'on ne trouve pas de problème avec la situation,
Ça veut dire que notre existence est continue, et c'est donc cohérent avec ce qu'on vit en ce moment. Si le monde est cohérent, on est alors probablement dans la réalité. Par exemple, on sait que lorsqu'on est éveillé, quelque chose est la cause de nos expériences sans être l'expérience elle-même, comme le dit le docteur Sharon Hewitt-Rowlett dans Psychology Today, un journal en ligne de psychologie. A l'inverse, dans un rêve, on trouve plus souvent que le fait de tomber n'est pas déclenché par un autre événement, juste on se retrouve en train de tomber. On peut donc se demander comment on est arrivé là où on est, mais cette question on peut se la poser d'une manière bien plus sérieuse, sur notre arrivée sur Terre. Si on apparaissait juste comme ça par hasard, il y a deux possibilités. Soit on vit dans un rêve, soit quelqu'un est derrière ce hasard qui n'en est donc plus un. Et si notre monde est cohérent, je pense que la deuxième option est la plus logique. C'est aussi vrai que lorsqu'on découvre la réalité, on découvre aussi ses limites et ses souffrances. Et donc de cela pourrait venir un désir d'échapper à notre réalité. Serait-ce donc ce désir d'échapper à la réalité, de se réfugier dans un rêve qui nous attire aussi ? Dans le film, Cobb visite un ami pour l'aider à accomplir sa mission, et cet ami lui parle de personnes qui vivent dans les rêves, pour qui il y a une inversion entre les rêves et la réalité. Dans les rêves, on oublie nos problèmes, nos soucis, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour nous ni pour les autres. On n'a plus besoin de souffrir. Je pense que ce film nous intéresse parce que réellement, on cherche tous un endroit meilleur que notre monde, sans souffrance, sans malheur, le rêve. Mais en réfléchissant un peu plus, peut-être que, comme dans le film, on nous a inceptionné cette idée avant notre existence. Peut-être que notre désir d'un monde meilleur, parfait, existe parce qu'il y en a un. Le cinéma au comptoir. Merci Alexandre pour cette superbe chronique qui nous a fait beaucoup réfléchir. Et c'est vrai que les rêves peuvent être comme des échappatoires à la réalité et qu'on a tous ce désir parfois de se réfugier dans un monde autre que la réalité. Et j'aime bien la question d'Alex, comment savoir si on est dans un rêve ou pas ? Oui, et sa réponse c'est de chercher la cohérence dans le monde. Et c'est vrai que ça nous rassure, ça nous remet un peu les pieds sur terre. Mais il me semble que le monde est trop souvent pas très cohérent non plus. Et on vient de le dire, les rêves le sont certainement pas non plus. Même que le mot rêve vient de l'ancien français desver qui veut dire perdre le sens. Donc ni les rêves ni la réalité ne seraient cohérents au final. Ouais, exactement. C'est déboussolant un peu, non ? Ouais, sauf si, comme le précise Alexandre, il existerait un monde parfait où il y a de la cohérence. Et on voit bien que c'est pas nous qui allons créer ce monde parfait. Entre les guerres et tout ça, rien n'est très cohérent ici. Ouais, et même dans le film, Nolan nous montre que même dans une situation où l'homme peut créer et contrôler le rêve, on n'atteint toujours pas la perfection et finalement, j'ai l'impression que le rêve devient un cauchemar. Exactement. Et le rêve ne peut jamais être une échappatoire parfaite. Et c'est justement pour ça qu'Alex nous dit que la femme du personnage principal se suicide. Donc il faudrait que ce monde parfait soit extérieur à l'humanité, c'est bien ça ? Ok, pour vous laisser réfléchir à tout ça, on a Loïc qui nous a fait entrer dans une pièce orchestrale avec une improvisation au piano au tout début. Loïc fait des études de musique classique et de jazz au CRR de Paris. Il nous a dit avoir été influencé par le jazz, le classique et particulièrement pour les connaisseurs par John Williams. En tout cas, si vous aimez sa musique, vous pouvez aller vérifier si Loïc fait mieux que son modèle. En termes de travail, Loïc a bossé sur Logic Pro X avec des banques de sons orchestrales et il a passé quasiment 30 heures dessus, donc un grand merci à lui. Bon bref, voici la musique.
Merci Loïc pour la pause que tu nous proposes pour réfléchir à tout ça. Toujours les bons jeux de mots. Pour la dernière intervention de cet épisode, on va écouter quelqu'un qui a réussi à faire croire à plusieurs dizaines de personnes pendant quasiment une semaine qu'il s'appelait Joey. C'est donc en fait Vincent qui est chef de projet informatique à Vitry et qui est passionné par les jeux de rôle. Il a aussi créé un blog qui s'appelle Visiomundus et on vous invite à aller jeter un coup d'œil si ça vous intrigue. Mais pour le moment, on va l'écouter nous donner sa compréhension des rêves selon la Bible et nous partager un bout de son expérience à ce sujet. On l'écoute. La Bible au comptoir. La communication, c'est pas toujours facile. Dans un roman dont j'ai pas retrouvé le nom, il y a un écrivain, Bernard Werber je crois, qui imagine une discussion entre plusieurs dieux. L'un d'eux se plaint des humains parce qu'ils ne comprennent rien aux signes qu'il leur envoie. Il donne comme exemple le dernier signe qu'il leur a envoyé. Il a fait naître dans leur élevage de bétail un animal avec 2 têtes. Et il dit « c'est pourtant clair ». Eh ben, ils n'ont rien pigé. Comme quoi, c'est pas toujours évident de se faire comprendre, même quand t'es un dieu. Alors, interpréter les signes, ça peut sembler compliqué. On voit bien dans toutes les séries et les films où on interroge les cartes, où il y a des prophéties, c'est jamais clair. On essaye de deviner ce que ça veut dire, mais souvent on se trompe. Et encore, avec les cartes et les prophéties, généralement, la personne qui lit les cartes ou donne la prophétie, elle a un peu de connaissance, d'expérience. Mais typiquement, si le signe, c'est à travers un rêve, bah t'es tout seul, il n'y a personne pour t'aider à comprendre. Et du coup, je me suis dit, allez, on va donner quelques astuces tirées de la Bible pour qu'on s'y retrouve. Parce que si on peut comprendre un rêve, alors on peut comprendre tous les signes. Mais du coup, genre, les croyants, ils font des rêves surnaturels ? Alors oui, et il n'y a pas que. C'est relativement courant en fait quand on regarde dans les récits de la Bible, donc jusqu'au 1er siècle de notre ère. Et on a des témoignages historiques de diverses époques jusqu'à aujourd'hui, de croyants qui font des rêves surnaturels. Et puis moi-même, j'en ai fait. J'ai plusieurs amis proches qui en font aussi. Et en même temps, ça reste rare à l'échelle d'un individu. Moi, je suis chrétien depuis 15 ans, j'en ai eu 3 en tout. Donc, pas un super score. Et heureusement, parce que en fait, c'est un peu traumatisant en général. Ensuite, il faut prendre le temps de discerner si c'est bien un rêve surnaturel ou pas. Parfois, c'est juste des choses qui se passent dans ta tête. Et enfin, Dieu utilise les rêves pour parler de façon spécifique à des moments précis. Mais à côté de ça, il a aussi parlé de façon plus accessible et pour tout le monde. Et tout ce qu'il a voulu communiquer, on le retrouve dans la Bible. Donc, si on cherche à connaître Dieu, il ne faut pas se focaliser sur les rêves comme principal moyen de communication. Mais comprendre comment Dieu parle avec les rêves, ça aide à comprendre comment Dieu nous parle et pourquoi. Mais alors dis-moi, comment ça se passe concrètement un rêve surnaturel ? Eh bien, le meilleur moyen de le savoir, c'est de faire un cas d'étude. Donc je te propose qu'on prenne le livre de la Genèse au chapitre 41. C'est l'histoire de Joseph. Alors Joseph, c'était qui ? C'était un jeune croyant qui avait des rêves surnaturels qui semblaient lui promettre un grand destin. Et comme ses frères étaient jaloux de ça, ils l'ont piégé et vendu en esclavage. Sympa la famille. Du coup, Joseph se retrouve en Égypte, esclave dans la prison du palais du pharaon. Et pendant qu'il est là, à un moment, il y a 2 serviteurs de la cour qui ont été emprisonnés et qui lui racontent leurs rêves. Et Joseph leur dit que ça annonce pour eux, dans l'avenir, 2 choses. L'un va être pardonné et l'autre sera exécuté. Et c'est effectivement ça qui se passe. Plus tard, c'est le pharaon qui fait un rêve. Mais carrément chelou. Et avec des vaches qui sortent du Nil, il y en a qui sont ultra maigres et d'autres qui sont bien grasses. Et genre, les maigres, elles dévorent les grasses. Enfin, c'est limite un cauchemar en fait. Puis rebelote, même rêve, mais avec des épis de blé cette fois-ci. Alors, me demande pas comment des épis de blé peuvent manger d'autres épis de blé, je sais pas. Mais ça a dû le mettre en PLS, le pharaon. Parce que le lendemain, il appelle ses sages pour avoir l'interprétation, tu vois. Il sent que c'est important. Sauf que personne ne sait ce que ça veut dire. Et justement, le mec qui avait raconté son rêve à Joseph et qui a été pardonné, il est là. Et il dit au pharaon, « T'inquiète, je connais quelqu'un, lui, il saura. » Joseph est amené devant le pharaon, et là, il clarifie tout de suite. C'est pas lui, le petit Jojo, qui va interpréter, c'est Dieu qui va lui donner l'interprétation pour le pharaon. Bref, le pharaon raconte son rêve, et Joseph explique que les 2 rêves sont en fait un seul message. Il va y avoir des années de bonne récolte, et ensuite des années de famine, mais alors ultra vénère. Et du coup, Joseph conseille au pharaon de faire engranger des réserves et de rationner un peu, sinon ça va faire mal. Du coup, le pharaon, il dit « Ok, ben je te nomme Premier ministre, hop, c'est toi qui vas t'occuper de tout ça puisque t'es si bien renseigné. » Et plus tard, Joseph pourra sauver ses frères et ses parents de la famine grâce à ses responsabilités. Pas rancunier le mec. Bref, les messages de Dieu sont pas toujours des ordres comme les 10 commandements.
Quand Dieu nous parle, ça nous renseigne et ça nous responsabilise. Le pharaon est responsable de faire un choix après l'interprétation, et Joseph se retrouve responsable de la survie des Égyptiens. Pour élargir, on peut prendre 3 critères pour reconnaître les rêves surnaturels. D'abord, ils n'arrivent pas que la nuit quand on dort. On parle de rêves, mais ça peut aussi être des rêves éveillés ou des visions. Ensuite, ils sont initiés par Dieu, et c'est souvent inattendu pour l'individu. C'est pas genre « Demain, j'ai une vision avec Dieu à 15h hein. ». Ceci dit, le rêve ou l'interprétation peuvent être demandés à Dieu. On voit ça dans d'autres livres de la Bible. Et enfin, il y a toujours une interprétation qui est donnée. Elle est cohérente avec les autres messages de Dieu, et elle est destinée à être entendue aussi par un croyant. Donc si tu as des questions sur les rêves surnaturels, ou plus largement sur les symboles chelous dans la religion ou dans la Bible, tu peux demander à des croyants ce que ça veut dire. C'est intéressant tout ça, mais du coup, pourquoi il y a des rêves surnaturels en fait ? Alors, très bonne question. Et il y a 2 réponses. La première, c'est que c'est pour communiquer simplement. Quand on a un rêve, ça permet de se préparer, et Dieu l'utilise pour préparer des individus spécifiques pour qu'ils participent au projet que lui a pour l'humanité, comme on l'a vu avec Joseph. Et aussi, c'est pour aider les gens à comprendre la foi chrétienne. Et ce que ça montre, c'est que Dieu cherche à se faire connaître, et qu'il a fait des efforts pour ça, mais aussi qu'il est impliqué dans l'histoire de l'humanité et des individus. Que ce soit par les rêves, par les croyants ou par la Bible, Dieu est présent, il communique, et il attend une réponse, une réaction. Autrement dit, c'est pas à sens unique. Les rêves, pour Dieu, c'est relationnel. Et ça nous amène au second point. Les rêves, c'est pour communiquer simplement, mais aussi pour communiquer intimement, comme avec des amis. Parce qu'en fait, les rêves, c'est un peu un mix entre une série Netflix et un jeu vidéo. Hein. T'es dedans, c'est ultra visuel, ça marque à fond. C'est juste la meilleure stratégie de com possible. C'est pas un hasard si Martin Luther King, en 1963, il a présenté son projet politique comme ça. Hein. I have a dream. T'es direct dans la scène, tu vois le truc. Alors, ok, c'est pas toujours clair, les symboles, tout ça, mais en fait, justement, c'est un peu fait exprès. Parfois, si on comprenait immédiatement le message, on le rejetterait. Alors que si on comprend pas, on recherche, on s'interroge, on décortique petit à petit. Et ça nous prépare à accepter des choses que sinon on voudrait pas entendre. D'ailleurs, il n'y a pas que les rêves qui sont comme ça. Jésus, quand il parle aux foules avec des histoires, des paraboles, c'est pour la même raison. Alors, que ce soit suite à un rêve ou vis-à-vis de questions que tu as sur Dieu ou sur la Bible, ça peut aider de ne pas rester seul face au mystère. Peut-être que c'est un mystère aussi parce que t'es pas complètement prêt. Du coup, demande de l'aide. Pour ça, tu peux t'adresser à Dieu en priant. Après tout, c'est lui qui a lancé la conversation et il le fait en ami. Ou bien, si tu préfères, à quelqu'un qui connaît Dieu. En l'occurrence, au GBU, il y a des gens qui ont pris l'habitude d'étudier la Bible et d'être confrontés à plein de questions. C'est probablement un bon point de départ. En conclusion, si Dieu prend la peine de s'adresser à nous, à toi, par des rêves ou autrement, c'est qu'il y a un projet. Il y a des choses à dire et il y a des choses à faire. Faut juste décider si tu as envie de savoir ce que c'est. Perso, j'ai décidé il y a 15 ans et je regrette pas. Alors, est-ce que tu es prêt à rêver ? Merci Vincent pour ce partage d'expérience et de compréhension du concept des rêves dans la Bible. Moi, je trouve ça fou que Dieu utilise les rêves pour communiquer avec les humains. En fait, je trouve ça fou que Dieu veuille communiquer avec les humains. Ouais, de fou. Et je crois pas que Vincent dise que son unique moyen de communication, c'est les rêves. Et c'est ça qui est encore plus fou, c'est qu'il y a plein de moyens différents et qu'il s'adapte à celui à qui il s'adresse. C'est clair, mais il y a quand même un délire bizarre derrière ce moyen, je trouve, parce que apparemment, quand ce sont les rêves qui sont utilisés, c'est pas hyper clair, et selon Vincent, c'est même effrayant. Ouais, mais je trouve ça plutôt intéressant en fait. Parce que quand tu réalises que tu retiens mieux les cours, par exemple, que tu as essayé de comprendre pendant des heures et des heures, voire des semaines, que ceux qu'on t'a présentés de façon claire et limpide, tu te dis qu'il y a un intérêt à passer du temps à réfléchir à un message qui viendrait d'un Dieu, juste créateur de l'univers. Mais tout ça, c'est absolument pas un message aux profs, aux futurs profs, pour leur dire de mal expliquer leurs cours, dans le but de faire réfléchir leurs élèves. C'est d'ailleurs une stratégie philosophique, la méthode de la maïeutique, qui veut faire accoucher la personne de sa connaissance au lieu de lui apporter le concept direct. Ouais, donc ça, ok. Mais maintenant, comment faire pour connaître l'interprétation de ces rêves ?
parce que moi je suis déjà allée pas mal de fois sur signification-rêve.com et les seuls trucs que ça m'a appris, c'est que j'aurais dû mourir déjà une dizaine de fois parce que l'interprétation des rêves ou mon précédent, c'est la mort. Toujours dans les bons plans, toi. Non, moi je crois comprendre dans ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est qu'il n'y a aucune base scientifique en ce qui concerne la symbolique de ce dont on rêve. On n'a pas un élément correspondant à un truc précis. Et dans l'exemple biblique qu'utilise Vincent ici, c'est l'interprétation vient aussi de Dieu, mais à un autre moment et par le biais d'une autre personne. En fait, il faut rester à l'écoute et interroger les gens qui nous entourent. Ouais, et le truc qui est cool dans l'exemple que présente Vincent avec Joseph et le pharaon, c'est que Dieu n'est pas exclusif dans l'utilisation des rêves, et on pourrait croire que c'est que pour une catégorie de personnes croyantes, ou même ultra-croyantes, mais en fait le pharaon qui a eu le rêve ne croit même pas en ce Dieu de la Bible, qui lui envoie des rêves et qui essaie de rentrer en communication avec lui. Et il y a plein d'autres exemples comme ça dans la Bible. On arrive bientôt à la fin de ce podcast, et du coup j'aimerais savoir, Jétro et Colline, qu'est-ce que vous retenez sur les rêves à travers cette émission ? Moi, ce que je trouve intriguant de voir, c'est que les rêves, c'est à la fois révélateur de notre intérieur, donc de choses qu'on n'a pas conscience, qu'on ne connaissait pas, que ce soit notre propre inconscient ou dans certains cas des révélations de la part de Dieu, mais ça peut aussi être un échappatoire à la réalité de façon volontaire ou non. Ouais, de fou. Et ce qui est intéressant aussi de se demander maintenant, c'est qu'est-ce que ça provoque en nous en fait ? Est-ce qu'il y a un des deux concepts, échappatoire ou révélation, qui nous dérange ou qui nous questionne plus que l'autre ? Est-ce que ça nous fait peur qu'on puisse apprendre des choses sur nous-mêmes à travers nos rêves ? Ou bien est-ce que ça nous fait envie de rêver plus et encore plus pour fuir une réalité qui ne nous plaît pas ou qui nous paraît incohérente ? On vous laisse avec toutes ces questions auxquelles on va réfléchir nous aussi. Et on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. À bientôt et faites de beaux rêves. Le comptoir, le podcast des GBU.